Salut! Cette entrée fracassante type YouTube a pour objectif de vous attirer l'attention sur le PowerPoint que je vais vous présenter. Je vais vous présenter le budget 2019 du gouvernement Michel et le job deal. Alors dans une perspective un petit peu large, un petit peu sérieuse, on va essayer de glisser 2-3 blagues pour que vous vérifiez que vous vous endormez pas trop. Mais l'idée est vraiment de faire le point sur ce que le gouvernement a présenté cet été au mois de juillet 2018. Alors, petit PowerPoint. Voilà, ça va arriver comme ça. C'est super. L'idée générale de la présentation, c'est de structurer l'exposé en 4 points. D'abord, de suivre le narratif du gouvernement et de le décrypter. Alors, quel est le narratif du gouvernement ? Le premier point, c'est le gouvernement Michel revient tout le temps avec ça. Il dit souvent, notre gouvernement, le gouvernement respecte une ligne budgétaire sérieuse. Voilà. Alors, on va décrypter ce premier point. En général, le gouvernement enchaîne souvent en disant le gouvernement y arrive parce qu'il crée de très nombreux emplois. On est les meilleurs en la matière. On reviendra sur ce point-là aussi. 3. Le gouvernement rend du pouvoir d'achat aux Belges et c'est un gouvernement qui crée du pouvoir d'achat. On reviendra sur ce point-là également. Et 4. Le gouvernement va continuer à lutter contre le chômage grâce à un nouveau truc qu'on vous présente au mois de juillet 2018 qui est le job deal. Et on reviendra également sur ce point-là. Alors, décryptons point par point. Premier point, le budget 2019 et la stratégie, de manière plus large, la stratégie budgétaire du gouvernement Michel. Alors, quels sont les faits qui ont été exposés au mois de juillet ? Donc l'objectif du gouvernement est d'arriver à l'équilibre budgétaire en 2020. Alors, quand on traduit cet objectif en termes chiffrés, en termes de déficit structurel, ça signifie que le gouvernement doit atteindre, il avait présenté ça à l'Europe, moins 0,56% du PIB en 2019, c'est son objectif de déficit structurel. Le comité de monitoring a chiffré ça au mois de juillet, au début du mois de juillet, et il a chiffré la trajectoire que le gouvernement Michel devrait faire. Et l'effort pour 2019 se monte à une recherche de 2,6 milliards d'euros. Alors, comment est-ce que le gouvernement Michel a trouvé ces 2,6 milliards d'euros ? D'abord, il a commencé par revoir les objectifs à la baisse. Il a revu l'objectif à non plus moins 0,56% du PIB, mais moins 0,6% du PIB en 2019, ce qui signifie 2,4 milliards, 2,48 milliards à trouver. Et pour trouver ces 2,48 milliards, il a pris une série de mesures. Alors, soit les mesures sont des mesures d'économie, des économies nouvelles, ou des économies plus grandes que celles qui a été prévues auparavant. Soit c'est des recettes, forcément. Soit ce sont de nouvelles recettes, soit des recettes qui sont revues à la hausse. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement ? Ici, dans le tableau que vous avez sur ce PowerPoint-ci, j'ai repris les mesures les plus importantes budgétairement. Donc, elles n'y sont pas toutes. Il y a 75% de l'effort budgétaire qui est pris dans ces mesures-ci. La plus importante d'entre elles, c'est la présentation du fameux job deal. Alors, le job deal, c'est quoi ? C'est un ensemble de 28 mesures qui doit aboutir à la création de 12 500 équivalents temps plein en plus des équivalents temps plein qui étaient déjà prévus dans les prévisions économiques. Donc, le gouvernement espère, avec ces 28 mesures, qu'en 2019, il y aura 12 500 équivalents temps plein en plus. Alors, comment est-ce qu'il arrive au chiffre de 505 millions ? En gros, ces 12 500 équivalents temps plein sont supposés être engagés à un salaire brut de 3 300 euros, c'est le salaire médian en Belgique, et grâce à ça, il trouvera 505 millions. Alors, c'est 12 500 équivalents temps plein sur toute l'année, hein, donc du 1er janvier au 31 janvier, il espère 12 500 ETP en plus. Ça représente un bon 20% de l'effort budgétaire, donc c'est vraiment conséquent en termes d'effort. Et donc c'est forcément des recettes nouvelles. Le deuxième poste le plus important pour faire l'effort, c'est une anticipation à la hausse de recettes. Donc le gouvernement s'attend à ce que les versements anticipés à l'impôt des sociétés soient plus grands que ce qu'il avait prévu. Donc c'est quoi les versements anticipés à l'impôt des sociétés ? Ce sont des impôts que les sociétés payent avant d'avoir leur impôt réel qui est déterminé. Et si elles ne le payent pas à l'avance, elles ont des pénalités pour le payer après. Et donc du coup, elles sont incitées à payer l'impôt sur les sociétés avant la fin du résultat. Et donc le gouvernement espère avoir des recettes supplémentaires grâce à ça. Et cela constitue 13% de l'effort budgétaire, un bon 13%.
Ensuite, il y a un point sur le statut unique. Là, le gouvernement, c'est une mesure sur 230 millions. Et donc, c'est 9% de l'effort budgétaire. Alors, c'est quoi? C'est une somme qui donc provient de l'exonération pour passif social. En gros, vous vous rappelez, lors de l'accord ouvrier-employé, il y avait une mesure d'exonération pour le passif social. Et en gros, le gouvernement pense qu'elle coûtera moins cher que prévu l'année prochaine et donc pourra économiser 230 millions grâce à ça l'année prochaine. La troisième mesure, ce sont les 194 millions d'investissements stratégiques. Alors, c'est quoi la flexibilité? C'est l'idée de dire à l'Europe, comme ce sont des investissements, que ce sont des investissements productifs pour que le pays aille mieux, je sors ça de mon budget et donc ça ne compte pas dans les efforts à faire au niveau... ça ne compte pas dans le déficit. Et donc du coup, le gouvernement sort ça du déficit. C'est 7% de l'effort. Il y a également 150 millions issus de la fraude fiscale. Donc du coup, de la lutte contre la fraude fiscale, c'est 6% de l'effort. Le ministre Van Overtveld va appliquer une partie, quelques mesures qui avaient été discutées dans la commission sur les Panama Papers. Et il y aura une mesure pour des recettes supplémentaires qui est de collecter l'impôt sur les options sur actions que des sociétés mères. Donc il y a des sociétés, elles octroient des options sur actions à leurs employés via des filiales. Et donc c'est pas la société mère elle-même qui le fait, mais elle utilise les filiales pour donner des options sur actions à leurs employés. Et jusqu'à présent, l'impôt n'était pas collecté là-dessus. Et donc du coup, l'année prochaine, il le sera. Et donc pour l'ensemble des mesures, on attend 150 millions en plus dans les caisses de l'État. Il y a une mesure plus technique pour 140 millions, c'est un effet volume sur l'asile et l'immigration. C'est pour 140 millions, ainsi, sur la ville et l'immigration, c'est 140 millions. Il y a également une autre correction plus technique sur les effets volume sur les pensions, c'est un simple calcul qui est revu. Donc ce n'est pas une baisse sur les pensions, c'est un calcul qui est revu sur les pensions, c'est 132 millions d'économisés, donc c'est aussi une mesure technique. Les dividendes sur l'État, la ligne ici, c'est 112 millions attendus en plus, donc ce sont des recettes supplémentaires. On attend, issus de la BNB, de Belfus et autres, c'est 4,52% de l'effort. 100 millions de recettes en plus issues de la fraude sociale également. Et 98 millions d'économies sur les taux d'intérêt de la Belgique, puisque les taux d'intérêt sont à la baisse, on estime qu'on paiera moins de taux d'intérêt l'année prochaine pour 98 millions. Et enfin, il y a une correction pour 90 millions sur le diesel. Donc en gros, cette correction sur le diesel, c'est également, ça c'est des recettes en plus au niveau du cliquet diesel. Voilà. Il y a également des mesures qui ont été prises, qui ne sont pas reprises dans son tableau, mais qui ont de l'influence sur les travailleurs. Je vais en citer deux. L'âge d'entrée dans les RCC restructuration et entreprises en difficulté est porté à 59 ans l'année prochaine. Donc ça s'applique pour tous les licenciements collectifs annoncés après le 31 décembre, ou pour les dossiers de reconnaissance d'entreprises en difficulté introduits après le 31 décembre 2018. Et donc l'âge est porté de 50 à 59 ans l'année prochaine et à 60 ans le 1er janvier 2020. Il y a également une autre mesure pour les fonctionnaires, donc la pension pour inaptitude physique sera revue au niveau de la procédure, donc on ne peut plus avoir accès à la pension pour inaptitude physique directement, il faudra attendre 2 ans après l'introduction de la première demande. Et donc il y a une sorte de lissage dans le temps pour tous les dossiers de demande de pension pour inaptitude physique pour les fonctionnaires, ce qui fait une économie en 2019 de 39 millions, mais de 107 millions en 2020. Donc une économie conséquente sur le budget 2020. Alors, là c'était une présentation des mesures principales, et donc là je vais vous expliquer, on va faire une sorte de décryptage, une analyse du décalage entre le discours du gouvernement et la réalité. Le budget, de manière générale, donc juste une introduction, le budget est pour la première fois orienté recettes. On voit bien qu'on est dans une année avant les élections. Et donc, a priori, le gouvernement Michel, qui nous avait habitués à des économies dans le budget, cette fois-ci, présente un budget avec une forte proportion de recettes. 63,6% provient de recettes, 29,6% d'économies et 6,8% de corrections techniques, dépenses nouvelles ou investissements. Alors, faisons une analyse des différents problèmes qu'il y a dans le budget 2019 ou dans les budgets de manière générale sur cette législature. Le premier problème provient du risque de dérapage budgétaire après ce gouvernement. Alors, les hypothèses retenues par le gouvernement sont
assez optimiste. En effet, au mois de juillet, le comité de monitoring s'est un petit peu écharpé sur les hypothèses à retenir pour calculer l'effort budgétaire. En effet, le gouvernement estime que les anticipations de versement à l'impôt des sociétés vont être assez structurelles, et donc elles vont avoir lieu toutes les années, alors que le comité de monitoring estime que ça n'aura pas forcément lieu toutes les années. Il y a également 500 millions de tax shift, qu'a priori le fédéral devrait prendre en compte, et devrait prendre lui-même à sa charge de son budget, et qu'il transmet, ou en tout cas qu'il veut transmettre aux régions, qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'effort à réaliser. Il y a également des dépassements prévus pour l'INAMI, à une hauteur de 500 millions, qui n'ont pas été pris en compte également dans le budget. Alors, ça c'est des choses qui n'ont pas été prises en compte dans le budget. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, donc déjà les hypothèses retenues sont optimistes, mais même si on prend en compte ces hypothèses optimistes, et qu'on regarde la trajectoire à politique inchangée, la trajectoire budgétaire à politique inchangée, les prochains gouvernements devront quand même trouver, pour arriver au fameux équilibre budgétaire, ils devront quand même trouver 6,6 milliards, 6,7 milliards en 2020 et plus de 8 milliards en 2021. Donc ce sont des efforts très conséquents par rapport aux efforts qu'on a connus actuellement, qui étaient compris en généralement entre 2 et 4 milliards par an. Donc ce sont des efforts très très conséquents à faire si on respecte la trajectoire de nouveau. Alors, si les hypothèses optimistes ne sont pas confirmées, évidemment, ça sera pire que les 6,7 milliards et les 8 milliards à trouver en 2021. Donc, on le sent bien, il y a un risque de poursuite des politiques d'économie et des politiques d'austérité pour les gouvernements suivants. Alors, une question se pose, si on regarde un petit peu la législature, un constat, on a d'abord la date pour arriver à l'équilibre budgétaire a reculé. Au début, on pensait qu'on allait arriver à l'équilibre budgétaire, à l'équilibre structurel au niveau budgétaire en 2015. On allait avoir un équilibre à zéro donc en 2015, et puis on l'a postposé à 2017, puis à 2018, puis là maintenant on l'a postposé non pas à 2019 mais à 2020. On pourrait se dire, bon, puisqu'on décale à chaque fois dans le temps la date à laquelle on arrive à l'équilibre, ça signifie que les politiques et que le gouvernement en général ne poursuit pas de politique d'austérité, ou qu'elles sont soit les politiques sont finies, soit elles sont un peu plus douces que ce qu'elles devraient être. Alors, pour répondre à cette question, il faut regarder quelque chose d'assez technique, c'est l'évolution du solde structurel de l'État sous les gouvernements Di Rupo d'abord et Michel ensuite. Alors, petit excursus théorique. C'est quoi le solde structurel? Alors, si on doit expliquer le budget d'un État, d'un côté, il y a des recettes, de l'autre côté, il y a des dépenses. Quand on fait les recettes moins les dépenses, on a un solde, ce qu'on appelle le solde de financement. Si on prend ce solde de financement et qu'on enlève les intérêts que l'État paye à la dette, aux emprunts qu'il a fait pour se financer de temps en temps, donc il paye des intérêts sur la dette qu'il a, eh bien, quand on prend le solde de financement et qu'on enlève les intérêts de la dette, on a ce qu'on appelle le solde primaire. Donc, si le solde primaire est positif, ça signifie qu'on a suffisamment d'argent et qu'on peut utiliser cet argent-là pour rembourser les intérêts. Si on a un solde primaire négatif, ça signifie qu'on doit emprunter de l'argent pour payer les intérêts. Bien. Lorsque le solde de financement est positif, c'est ce qu'on cherche évidemment, ou un solde structurel positif. Le solde structurel, il y a une différence entre le solde structurel et le solde de financement, c'est quoi? C'est le solde de financement, le solde structurel c'est le solde de financement corrigé soit de la conjoncture, soit de mesures exceptionnelles. Donc c'est presque le solde de financement, mais on enlève des composantes un petit peu plus cycliques. Par exemple, s'il y a une année où il y a beaucoup de croissance, ou une année où il n'y a pas beaucoup de croissance du tout, où elle est très négative, on essaye de corriger le solde structurel pour pas devoir faire trop d'efforts d'un coup. C'est un peu ça l'idée. Alors, le solde structurel, c'est ce que le gouvernement essaye de ramener à zéro, ce que les gouvernements essayent de ramener à zéro au fur et à mesure du temps. Sous Di Rupo, le solde structurel de financement, il est passé de moins 3,7% du PIB à moins 2,9% du PIB. Donc on a un effort de 0,8% du PIB. Sous le gouvernement Michel, le solde structurel est passé de moins 2,9% du PIB à moins 1,2% en 2017, et on estime qu'il sera à moins 1% en 2018. Donc c'est un effort, à la fin de la législature, en gros l'effort aura été d'environ 2% du PIB. Donc on se dit, allez, on compare Di Rupo et Michel. Di Rupo, il fait un effort de 0,8% du PIB, Michel de 2%. Ah, c'est le gouvernement Michel qui fait un énorme effort, et donc le gouvernement Michel a fait beaucoup plus d'austérité que le gouvernement Di Rupo. Il y a des nuances à apporter à ça. Pourquoi? Quelles sont les nuances?
Première nuance, le gouvernement Di Rupo est arrivé avec une perspective de dégradation du solde structurel. Rappelez-vous, on était après la crise économique de 2008, on était en 2011, et le gouvernement Di Rupo est arrivé avec, quand il a pris en main les perspectives économiques, ça allait se dégrader. Donc, lui il est arrivé et il voyait, si on regardait les projections du solde structurel, le solde structurel allait s'empirer s'il ne faisait rien. Et donc, du coup, premier point, et deuxième point, il y avait une croissance économique relativement faible sur la législature Di Rupo, avec une moyenne de 0,87%, 87,5% de croissance. Donc, si je prends une analogie, le gouvernement Di Rupo, il a fait ses efforts, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est très très gros et qui mange énormément, et qui doit maigrir. Pour maigrir, il doit d'abord éviter de continuer à grossir, donc il doit enlever le trend qui l'amène à continuer à grossir, et puis il doit commencer à maigrir. C'est ce que le gouvernement Di Rupo a fait. Même si, l'État n'est pas strictement quelqu'un de gros. Mais c'est pour que vous compreniez la métaphore. Le gouvernement Michel, lui, est arrivé avec une perspective différente. Il est arrivé avec une perspective stable sur le solde structurel. Il n'allait pas se dégrader. Donc l'État était déjà assez fit, relativement fit en tout cas. Et en plus de ça, il bénéficiait d'une croissance économique correcte. Là, pour le moment, on tourne à une moyenne depuis le début de la législature de 1,5% de croissance, quasi le double de celle de Di Rupo. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manière de mettre en place les politiques d'austérité, donc d'économie ou de recettes, enfin d'économie en l'occurrence, a été en partie différente. Alors, regardez le graphe qui est ici. Ici en bas, on a les dates entre 2008 et 2017. Ici, 2018, 2019 et 2020, ce sont des estimations. Ici, on a le pourcentage entre 46 et 54 en pourcentage du PIB. C'est quoi? En orange, on a les dépenses totales hors charge d'intérêt de la dette de l'État en pourcentage du PIB. En vert, on a les recettes totales de l'État en pourcentage du PIB. Alors, avant la crise, vous voyez ici, on avait des recettes, donc en 2009 plutôt. Après la crise, juste après la crise, on avait des recettes totales qui étaient plus basses que ce qui est en orange, qui sont les dépenses. Donc on voit bien le signe de la crise, où on a des recettes qui ont soudainement baissé, et qui en plus, avec un PIB faible, du coup en pourcentage du PIB, on a des recettes plus basses que les dépenses en point de PIB. Le gouvernement Di Rupo est arrivé en 2011, et il y a la courbe qui fait comme ça, qui s'inverse, si vous voulez, entre 2011 et 2014. Les deux courbes. Donc ce que le gouvernement Di Rupo a fait, c'est, il a vu les dépenses totales. Les dépenses totales, elles sont passées de 50,9% du PIB à, elles ont d'abord monté, mais de moins en moins, et puis les dépenses totales du gouvernement ont commencé à diminuer entre 2013 et 2014. Donc la dernière année du gouvernement Di Rupo, il y a eu une première inversion de la courbe de dépenses en point de pourcentage du PIB. Donc on a commencé à mettre en place des politiques clairement d'austérité, puisqu'il a fallu freiner les dépenses et commencer à vraiment économiser en fin de législature. Les recettes ont connu ont connu également une progression relativement similaire. Donc, elles ont continué à augmenter, les recettes totales, et puis, le gouvernement Di Rupo a continué à commencer une politique de réduction des recettes de l'État. Donc, rappelez-vous, il a fait en fin de législature, le pacte de compétitivité, c'était de diminuer les cotisations sociales patronales. Et donc, le gouvernement Di Rupo avait déjà commencé ça, avant que le gouvernement Michel arrive. Le gouvernement Michel a continué sur le trend du gouvernement Di Rupo. Regardez, à partir de 2014 jusqu'à 2017, les recettes totales de l'État en vert ont globalement diminué en pourcentage de points de PIB. Donc on passe de 52,1% à 51,3% ou 51,4% de ce qui est estimé en fin de législature. On passe de 52% pour les dépenses, donc les dépenses sont en dessous des recettes ici. Les dépenses hors charge d'intérêt, elles sont en dessous des recettes. On passe de 52% à, ici, en 2019, ce qui est estimé à 50,1%. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous le voyez bien ici pour les années qui viennent, c'est que la courbe verte, qui sont les recettes, se rapproche très nettement des dépenses totales. Et donc, on a un risque que la courbe verte continue à se rapprocher et qu'on n'ait plus assez de recettes par rapport aux dépenses. C'est ça le risque qui arrive après la fin de la législature, cette législature-ci. Mais donc, on a une manière de mettre en place l'austérité qui, entre les deux gouvernements, a été différente. Donc, ils ont fait face à une conjoncture différente et ils ont mis en place des politiques d'austérité de manière différente.
le gouvernement Di Rupo a inversé la courbe, les deux courbes. Le gouvernement Michel a diminué les deux courbes, à la fois la courbe des recettes et à la fois la courbe des dépenses. Et donc la question qui se pose ici, pour le gouvernement qui nous occupe aujourd'hui, c'est le gouvernement Michel, c'est est-ce que la politique budgétaire actuelle augure un relâchement des politiques d'austérité à l'avenir? Alors, petit spoiler, hein, a priori, non. Je vais vous rappeler la stratégie du gouvernement actuel au niveau budgétaire, elle est assez simple. D'un côté, on diminue les recettes de l'État. Comment? En donnant du net aux travailleurs via l'IPP, donc on réduit l'impôt sur les personnes physiques. D'un côté, donc on réduit l'impôt sur les personnes physiques, donc vous payez moins d'impôts globalement à l'État, mais on atténue un petit peu ce gain que vous avez en net par des choses comme le saut d'index ou des hausses d'assises ou de TVA. Ça c'est pour ce qui concerne le citoyen. Pour ce qui concerne et les citoyens et les entreprises, donc notre patrimoine commun, la sécurité sociale, le gouvernement Michel a fait en sorte de réduire les cotisations sociales patronales, ce qui fait qu'il y a moins d'argent qui rentre dans l'État au sens large, donc qui comprend la sécurité sociale. Et donc, au niveau des recettes de l'État, on a véritablement une diminution de ce qui rentre en pourcentage de PIB dans les caisses de l'État. Ça, c'est du côté des recettes. Du côté des dépenses, le problème, c'est que on diminue également les dépenses. Parce que si vous diminuez les recettes d'un côté, vous êtes obligé de diminuer les dépenses de l'autre côté. Vous rendez... comme gouvernement, si vous avez décidé de diminuer les recettes, vous devez diminuer les dépenses, sinon c'est impossible, vous creusez un trou. Et donc du coup, ce gouvernement-ci s'enferme dans cette logique-là. Il diminue les dépenses de l'État pour financer la diminution des recettes, en freinant les investissements et les dépenses dans les services publics. On peut penser à la justice, à la SNCB, il y a plein de dossiers dans les services publics ou chez les fonctionnaires de manière générale, où le gouvernement n'investit plus dans ces services publics, ou beaucoup moins que la norme d'investissement qu'il devrait suivre. Et deuxièmement, il économise dans la sécurité sociale, par exemple en faisant un report de l'âge de la pension. C'est une manière d'économiser dans la sécu. Vous devez tous travailler plus longtemps et donc du coup vous devez contribuer plus longtemps à la sécurité sociale. Voilà, c'est une manière d'économiser dans la sécu, ou une économie directe via les soins de santé, par exemple. Si les remboursements de médicaments sont moins bons, par exemple, ou les remboursements chez les spécialistes sont moins bons, eh bien la norme des soins de santé, la norme de croissance des soins de santé est moins bonne que celle qu'elle devrait suivre si on devait financer correctement les soins de santé. Donc conclusion au général, à politique inchangée, rappelez-vous ce qu'on disait sur le comité de monitoring, à politique inchangée, le gouvernement suivant va devoir trouver des milliards en 2020 et 6,6 milliards, 6,7 milliards en 2020 et plus de 8 milliards en 2021, si à politique inchangée. Et donc ça signifie que le gouvernement suivant va se retrouver avec une perspective de détérioration du solde structurel. Rappelez-vous, Di Rupo est arrivé avec cette perspective-là. Michel est arrivé avec une perspective stable du solde structurel, et il donne au gouvernement suivant une perspective de détérioration du solde structurel. Que va faire l'accord de gouvernement suivant? Il va hériter de cette perspective-là, et qu'est-ce qui va se passer? De manière assez logique, lorsque vous héritez d'une perspective qui va se détériorer, si l'Europe vient derrière vous avec une fourche et vous dit vous avez intérêt à renouer avec un solde nul au niveau structurel budgétaire, faites des efforts, qu'est-ce qui va se passer? Surtout si comme Olivier Chastel le veut, il y a un gouvernement NVA-MR numéro 2, eh bien, ils vont se mettre d'accord pour accentuer les économies dans la sécurité sociale et au niveau des services publics. Ils vont certainement pas aller chercher des recettes supplémentaires. Donc le risque de continuer les politiques d'austérité est extrêmement présent, plus que jamais, et c'est à cause de la politique budgétaire menée par ce gouvernement-ci. Alors, maintenant qu'on a analysé la politique budgétaire, on peut passer au point suivant. Donc rappelez-vous, le gouvernement dit on fait une super politique budgétaire. Là on vient de voir que c'est pas vraiment le cas, puisque le gouvernement suivant risque de ramasser. Mais il dit aussi on est les meilleurs au niveau emploi, job. Voilà. Décryptons ensemble le job du gouvernement Michel. Il dit tout le temps nous sommes les meilleurs en termes de création d'emplois. Mais puisqu'ils sont les meilleurs, analysons un petit peu cela. Les créations d'emplois, c'est bien, mais regardez le taux de création d'emplois par rapport à l'évolution de la population, c'est mieux. En effet, si je crée 100 000 emplois de plus, mais que en même temps sur le marché du travail arrivent 130 000 personnes qui ont 18 ans,
créer 100 000 emplois de plus, c'est pas suffisant par rapport à la croissance de la population et donc au nombre de gens qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et donc du coup, c'est ce qui est mesuré par le taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est le nombre de gens qui ont un boulot par rapport au nombre de gens qui sont en âge de travailler entre 18 par exemple et 64 ans. Si on regarde comment ce taux d'emploi a évolué entre 2014 et 2017 dans tous les pays européens, 2014 date fin de la législature des repos, début de la législature du gouvernement Michel, 2017 c'est les derniers chiffres disponibles au niveau européen, eh bien on voit que la Belgique est ici en rouge. Le taux d'emploi a augmenté de 1,2%, 1,2 points, et vous voyez on est avant dernier, antépénultienne, pour employer des jolis mots grecs. Et donc du coup, on voit que la moyenne de la zone euro, c'est 2,8 points de taux d'emploi en plus, 2,8% de taux d'emploi en plus, et qu'on a des pays comme le Portugal qui sont à 5,8% de taux d'emploi en plus, qui ont effectivement connu la crise, mais qui progressent énormément. Et donc du coup, ou des pays voisins comme les Pays-Bas, qui ont une structure économique relativement proche de la nôtre, qui ont 2,6% de taux d'emploi en plus, qui sont proches de la moyenne européenne. Donc, on voit bien que les performances d'emploi comparées aux autres pays, c'est loin d'être ça. Hein. On est dans la fin du classement au niveau européen. Donc, on est plutôt mauvais en la matière. Alors, le gouvernement va faire oui, ouin, en Belgique, on a un taux de croissance qui est bon, mais qui est pas aussi bon que dans le reste en Europe. Et donc, on pourrait tenter d'un petit peu se dire, eh bien, ok, calculons combien de pourcentage de taux d'emploi j'ai en plus pour 1% de croissance en plus. Donc, en Belgique, on a 1,5%, mais donc, on va comparer tous les pays européens et on va se dire, pour chaque pays européen qui gagne 1% de croissance, bien, combien chaque pays européen va gagner en pourcentage de taux d'emploi. Eh bien, on voit que la Belgique est une fois de plus, donc elle remonte un petit peu dans le classement, mais une fois de plus, on est quand même loin de la moyenne européenne. La moyenne européenne dans la zone euro, c'est 0, sur la même période, c'est 0,44% de taux d'emploi en plus pour chaque pourcentage de croissance économique. En Belgique, on est à 0,26% de taux d'emploi en plus pour 1% de croissance économique. On fait mieux, on fait un tout petit peu mieux que l'Allemagne, un tout petit peu mieux, on est juste devant, mais on est moins bon que les Français, hein, quand même moins bon que les Français, et encore une fois nettement moins bon que nos voisins du Nord, les Pays-Bas, qui ont une structure économique, comme je l'ai dit, proche de la nôtre. Donc voilà, performance comparée aux pays européens en deçà de la moyenne. Donc pas de grandes raisons de fanfaronner et de répéter jobs, jobs, jobs le matin en se rasant et en mettant ses bretelles comme le fait chaque matin notre ami Charles Michel. Mais on pourrait se poser la question, quel type d'emplois ont été créés Alors là, il y a une relativement bonne nouvelle pour nous, pour les travailleurs, c'est que par rapport au début de la législature, le gouvernement Michel fait un petit peu mieux. Au début de la législature, les emplois créés étaient majoritairement des emplois saisonniers et des emplois à temps partiel. Là, sur les 122 000 emplois équivalents temps plein qu'on a en plus depuis le début de la législature, donc 96% sont dans le secteur privé, 4% dans le secteur public. Eh bien, il y a près de 48% de ces 122 000 emplois qui sont à temps plein. Donc un petit peu moins que la moitié, mais il faut savoir qu'on revient de loin, entre guillemets, puisqu'on était entre, je sais plus, on était entre 30 et 40%, mais je me rappelle plus tout à fait du chiffre. Mais donc ce taux-là s'améliore, et l'autre bonne nouvelle, c'est que dans les temps partiels, ce sont des temps partiels proches du temps plein. Donc entre 66 et 95% du temps plein, ce sont des temps partiels à haut taux horaire qui sont créés. La moins bonne nouvelle est du côté des services publics, où là, sur les le paquet d'emplois créés dans les services publics, donc on a 5000 jobs au total, près de 4500, entre 4500 et 5000 jobs de créés dans les services publics et dans l'enseignement. On a une destruction dans l'emploi à temps plein. On a moins 14 500 emplois à temps plein, et on a une création de près de 20 000 emplois à temps partiel. Donc c'est une mauvaise nouvelle au niveau de l'emploi dans le service public et l'enseignement. Donc un bilan un peu moins bon dans le service public et dans l'enseignement. Ça, c'est le type d'emploi créé par le gouvernement Michel. Enfin, on voit que nos performances sont moins bonnes
que ailleurs en Europe, nettement moins bonne. On voit que le type d'emploi créé est relativement correct au niveau de. J'ai juste regardé la structure temps plein temps partiel. Je n'ai pas analysé si ce sont des CDI ou autres, mais ou des CDD. Ça, je n'avais pas les chiffres encore. Mais donc, c'est juste au niveau du temps de travail. La question qu'on pourrait se poser, au final, c'est est-ce que c'est vraiment exceptionnel pour la Belgique et uniquement pour la Belgique? Est-ce qu'on a un taux de création d'emplois qui est du feu de Dieu? Est-ce que c'est vraiment génial là pour l'heure? Eh bien, si on regarde le taux de création d'emplois et le taux de destruction d'emplois, donc c'est le nombre d'emplois que je crée par rapport au nombre d'emplois existants et le nombre d'emplois que je détruis par rapport au nombre d'emplois existants. Alors il y a donc ça c'est les deux taux que je vais comparer et donc du coup forcément si le taux de création d'emplois est plus grand que le taux de destruction d'emplois, ça signifie que dans mon économie, je crée de manière nette des emplois. Si j'ai un taux de destruction d'emplois plus grand que mon taux de création d'emplois, eh bien ça signifie que dans mon économie, j'ai une destruction nette d'emplois. Alors, on va regarder le petit graphe qu'il y a ici devant vous. Avant la crise en 2005, 2006, 2006, 2007 et 2007-2008, on voit bien en bleu le taux de création d'emplois est plus élevé que le taux de destruction d'emplois. Donc on a ici un écart qui fait que on a une création nette d'emplois. En 2008-2009, juste après la crise, la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue, donc le taux de création d'emplois est plus grand que le taux de destruction d'emplois. Et vous voyez que voilà, ça suit son cours. Et là, on a 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. Vous voyez que le taux de création d'emplois depuis le début de la législature est un petit peu à la baisse, puis légèrement à la hausse. Il est relativement stable. En proportion du nombre d'emplois qu'on a, le taux de création d'emplois est relativement stable depuis le début de la législature. Donc on a, deuxième point important, il est donc un peu moins que 5,5% et il est plus bas qu'avant la crise. Avant la crise, on était entre 6 et 6,5% de taux de création d'emplois. Et donc, le taux de création d'emplois dans l'économie aujourd'hui, il est bon. Ok, il est bon, mais il n'est pas faramineux par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Ce qui est original par rapport à avant, c'est le taux de destruction d'emplois, le taux de destruction d'emplois qui atteint un point bas, qui est autour de 4%. En 2015-2016, et c'est ça qui fait que on a une création nette d'emplois qui est importante. C'est grâce à un taux de destruction d'emplois inférieur à ce à quoi on était habitué en Belgique sur les dernières années. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a de la création d'emplois. C'est une moins grande destruction d'emplois que d'habitude. Alors il faut rappeler quand même quelque chose d'important en économie. Ce n'est pas parce que ce qui crée de l'emploi, c'est pas Charles Michel, Chris Peters, moi, ou même un chef d'entreprise. Ce qui crée de l'emploi, véritablement, c'est l'activité économique. C'est le carnet de commandes, si vous voulez. Si un carnet de commandes est vide, vous allez engager personne. Si un carnet de commandes est plein et déborde, vous allez engager des gens, vous allez vous empêcher de virer des gens. Et donc c'est ça qui crée l'emploi, c'est l'activité économique, la demande intérieure et la demande extérieure. Et donc, comme on est en période de bonne conjoncture économique, il est logique de s'attendre à des créations d'emplois correctes. Peu importe les dispositifs d'aide à l'emploi, les dispositifs de diminution de cotisations sociales ou autres. C'est normal de bénéficier d'une création d'emplois élevée en période économique favorable. Et ça, peu importe la couleur du gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, ça n'a aucune importance. C'est le principe même de l'activité économique. Alors, voilà pour l'emploi, avec je vous ai mis ici en bref le fil de l'exposé. On va passer au troisième point. Le troisième point, quel est-il? Le troisième point, c'est sur le pouvoir d'achat. Donc, si je reprends le fil conducteur de mon exposé, c'est le gouvernement au niveau budgétaire, il se dit être méga performant, mais il va laisser une ardoise au suivant. Au niveau de la création d'emplois, oui, il y a la création de l'emploi, mais c'est grâce à l'activité économique beaucoup. Et en plus de ça, c'est grâce à un taux de destruction d'emplois moins grand que d'habitude. Et en plus de ça, lorsqu'on se compare par rapport aux voisins, c'est pas terrible. 3, le gouvernement dit, moi, je suis le gouvernement des travailleurs, je ne suis pas le gouvernement des chômeurs, je suis le gouvernement des travailleurs, je suis le gouvernement du travail. Et grâce au travail et grâce à ma rigueur budgétaire, vous avez plein de pouvoir d'achat et vous avez beaucoup de pouvoir d'achat en plus. Alors là, on va tout de suite tempérer et doucher toutes les attentes. Ce n'est clairement pas un gouvernement du pouvoir d'achat. On va y revenir et on va le prouver très clairement. Alors, je vais mettre le PowerPoint si j'y arrive, tout va bien.
la machine me lâche. C'est génial. Oh, ça ne fonctionne plus. Voilà. Sur le gouvernement, sur le pouvoir d'achat, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de confusion dans le discours du gouvernement Michel, énormément de confusion. Quelle est la première confusion, la première de toutes les confusions? Lorsque vous regardez les slides typiques de la communication gouvernementale, ils mélangent tout. Ils mélangent l'indexation des salaires, l'AIP, le salaire net, le salaire brut, bref, tout ça est mis sur le même pied d'égalité comme si tout se valait. Alors, première confusion, une indexation des salaires, ce n'est pas du pouvoir d'achat. Le gouvernement dit « j'augmente le pouvoir d'achat lorsque j'indexe les salaires », ce n'est pas vrai. Lorsque le salaire brut est indexé, il ne fait que rattraper partiellement le coût de la vie. C'est le coût de la vie augmente, et puis j'indexe vos salaires, et cette indexation rattrape partiellement le coût de la vie. Pourquoi partiellement? Parce qu'il y a une partie des produits, par exemple le pétrole, qui n'est pas dans le panier de l'index, et donc du coup votre pouvoir d'achat n'augmente pas, c'est simplement un rattrapage du coût de la vie. Deuxième confusion. Le gouvernement dit, j'ai augmenté, grâce à l'AIP, j'ai augmenté le salaire brut des travailleurs. Alors, je ne sais pas sur quelle planète le gouvernement vit, mais l'AIP, c'est jusqu'à présent, et pour toujours si tout va bien, le domaine des organisations syndicales et patronales. Nous négocions pour vous, pour les travailleurs, des augmentations de salaire brut pour tous les travailleurs du secteur privé en Belgique, et nous, dans l'AIP, on négocie également l'enveloppe bien-être qui bénéficie aux pensionnés et aux allocataires sociaux, chômeurs et autres. Et c'est grâce aux syndicats que on évite la pauvreté pour les allocataires sociaux et qu'on améliore leur sort, et qu'en plus de ça, vous avez du pouvoir d'achat en plus lors de l'AIP. Ça, c'est la deuxième confusion. La troisième confusion, qui est la plus importante, c'est le fait de dire votre salaire net a augmenté, donc votre pouvoir d'achat a augmenté. Alors oui, le salaire net a augmenté avec le tax shift pour une série de personnes. Alors c'est génial. Oui, mais il y a plein de mais à exposer. Quels sont les mais? Premier mais, bonne blague. Donc, le salaire net a augmenté, mais tout le monde n'a pas vu son salaire net augmenter. Les allocataires sociaux, pensionnés, travailleurs sans emploi, n'ont pas bénéficié des tax shift, et une série de personnes dans le tax shift, dans les travailleurs, ont bénéficié très très faiblement du tax shift, de manière anecdotique en termes de augmentation nette à la fin du mois. Deuxièmement, plus important, tout le monde n'a pas vu son net dans les travailleurs augmenter de la même manière. Quand on prend les déciles de revenus, le tax shift bénéficie surtout au troisième décile, qui est quand même déjà relativement élevé dans les déciles de revenus. Enfin, relativement. Ce n'est pas les classes inférieures de déciles de revenus, ce n'est pas la classe moyenne, c'est entre les deux, mais ça signifie que la classe moyenne et les classes inférieures n'ont pas bénéficié de la même manière du tax shift. Donc le premier décile d'ailleurs n'en voit pas la couleur, parce qu'on est sous la quotité exemptée d'impôt, qui a été augmentée, mais bon, c'est pas terrible. Troisième élément, et c'est je pense le plus important, une augmentation du salaire net n'implique pas forcément une augmentation du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs cas de figure qui existent, et ici elles sont cumulatives. Parce que si j'augmente votre net d'une manière, il y a plein de choses qui peuvent venir contrebalancer votre augmentation de net à la fin du mois. Par exemple, une augmentation de la fiscalité sur la consommation. Par exemple, la TVA sur l'électricité ou les accises sur le carburant, le tabac, l'alcool. Donc si j'augmente votre net et que de l'autre côté j'augmente la facture d'électricité et le ticket de caisse à la fin du mois dans une enseigne, dans un magasin, eh bien forcément ce que vous gagnez d'un côté, vous le dépensez de l'autre. Première chose qui a été faite aussi dans le gouvernement Michel. Deuxième chose, lorsque j'augmente votre net, ça fait des recettes en moins dans les caisses de l'État, parce que ça fait moins d'impôts. Et donc ça fait des services publics en moins et une partie de la sécurité sociale en moins. Et donc du coup, forcément, vous bénéficiez moins soit d'un service public de moins bonne qualité ou d'une sécurité sociale avec des remboursements moins grands ou avec des conditions pour obtenir soit le chômage, soit accéder à la pension plus drastiques. Troisième élément, on peut très bien augmenter votre net et geler votre brut. Si j'augmente votre net et je gèle votre brut pendant 2 ans, 4 ans, 8 ans, 12 ans, ou que j'augmente votre brut d'une moins grande importance pendant plusieurs années,
eh bien, ce que vous gagnez à un moment T, vous le perdez dans les années qui suivent, et vous le perdez plusieurs fois, puisque vous le perdez lors de votre pension, ou éventuellement si vous avez une allocation de chômage, puisque ces éléments sont calculés non pas sur base de votre net, mais sur base de votre salaire brut. Donc, on voit bien qu'une augmentation du net, ce n'est pas du pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément du pouvoir d'achat. Et ça, on peut également le prouver par des chiffres. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut calculer le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat de manière complète, le pouvoir d'achat de manière la plus complète possible, c'est votre salaire brut plus les cotisations sociales patronales. Parce que le salaire brut, donc qui comprend votre net, vos cotisations sociales et l'impôt, plus les cotisations sociales patronales, l'ensemble de ces choses, soit vont directement dans votre poche à la fin du mois sous forme de net, soit financent des structures collectives, l'État et la sécurité sociale. Elles financent ces structures collectives dont vous bénéficiez tous et toutes de la même manière, au niveau soit des infrastructures, soit soins de santé, éducation, pension, etc., etc. Et donc du coup, si je diminue une seule des composantes, si je diminue soit les cotisations sociales patronales, soit les cotisations sociales personnelles, soit l'impôt sur les personnes physiques, soit le salaire net, diminuer une de ces composantes-là, c'est diminuer votre pouvoir d'achat. Et c'est ça qui s'est passé. Le gouvernement a diminué et les impôts et les cotisations sociales patronales. Et donc du coup, ici, je représente ce que je viens de vous expliquer, à savoir la rémunération. Donc, c'est votre salaire brut par travailleur. Donc je prends l'ensemble des salaires bruts dans chaque pays, ici en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne. Je prends l'ensemble des salaires bruts que je divise par le nombre de travailleurs que j'ai et je regarde l'évolution de ce salaire brut au fur et à mesure du temps. Et ce salaire brut, si en 1996 vous gagnez 100 euros en Belgique, ici vous voyez qu'en 2014 on était à un peu plus que 112 euros, là, quelque chose comme 112 euros. Et vous voyez que depuis la mise en place de ce gouvernement, la courbe bleue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Ça signifie que votre salaire total, donc cotisation sociale incluse, par personne, depuis la mise en place de ce gouvernement, diminue. Ça signifie que le pouvoir d'achat au sens large, tout compris, salaire et vos conditions de vie dans le pays, diminuent, puisque cette courbe va vers le bas. Alors que en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, même en Allemagne, ils ont connu vraiment une période de misère au niveau pouvoir d'achat, et puis là, ils commencent à nous rattraper, sur la fin de la période. On voit que le pouvoir d'achat au sens large et aux Pays-Bas et en France est nettement supérieur au nôtre, et en Allemagne, il est inférieur au nôtre, mais il opère un rattrapage. Et c'est la première fois que on a une diminution du pouvoir d'achat aussi élevée, autant d'années d'affilée depuis 1996. Et c'est ça le résultat du gouvernement Michel. Alors vous allez me dire oui, tout ça c'est collectif, moi je m'en fous, moi je suis le travailleur, je veux tout voir au niveau individuel, c'est le plus important, c'est moi. OK, très bien. Alors ici le tableau, il reprend au niveau individuel ce que vous gagnez en net. Donc ça c'est le passage du tax shift entre 2017 et 2018, donc sur l'année passée. Ici, on a le niveau du salaire, donc pour un travailleur individuel, sans enfant, voilà, un simple travailleur dans le privé, catégorie 2, donc dans le privé marchand a priori. Un travailleur qui gagne 2000 euros, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000. Eh bien, voici les euros d'augmentation nette au niveau personnel à la fin du mois grâce au tax shift. Et j'ai mis en regard, de l'autre côté, ce que son patron paye en moins en euros de cotisation sociale patronale. Alors, pour tout ce qui est plus de 4000 euros, le patron paye en moins plus que ce que le travailleur gagne dans sa poche. Alors c'est assez marrant, hein. Les riches ou les gens des classes moyennes, supérieures, donc tout qui gagne un peu plus que 4000 euros par mois, ils ont l'impression de ne pas d'être les alliés objectifs du gouvernement Michel, mais pourtant, ce sont eux qui perdent de manière directe, ils perdent plus, donc ils gagnent à la fin du mois sur le tax shift 40 euros, mais son patron verse en moins 54 ou 70 euros ou 72 euros en moins dans les caisses de la sécurité sociale. Donc il gagne à la fin du mois plus que moins que ce que son patron verse en moins dans la sécurité sociale. Donc le patron de ces travailleurs-là se fait de l'argent sur leur dos entre 2017 et 2018. Sur les catégories de revenus inférieurs, on remarque, par exemple pour tous ceux qui gagnent 2000 euros, 2500 euros, que donc vous gagnez à la fin du mois 45 euros, autour de 45 euros en plus par mois en net, mais votre patron verse
en 2018 par rapport à 2017, autour de 35 € en moins dans les caisses de la sécurité sociale. Donc là, vous avez l'impression d'y gagner, mais là, ce petit calcul-là ne comprend pas encore en compte tout ce qui est TVA en plus d'électricité ou les assises en plus que vous avez eu. Hein. C'est simplement un simple calcul comptable. Il y a qu'une catégorie de revenus, c'est pour les gens qui gagnent 3000 €, où là, c'est individuellement à leur avantage, mais comme je l'ai expliqué, collectivement, ça ne l'est pas du tout, puisque vous voyez bien que toutes les catégories au-dessus versent moins dans la sécurité sociale, les catégories en dessous versent également moins, mais donc voilà, proportionnellement peut-être pas autant. Mais donc du coup, individuellement, même individuellement, la situation est très discutable si seulement je prends en compte les cotisations et le tax shift. Donc on voit que, et au niveau collectif, et au niveau individuel, il y a beaucoup de choses à redire au niveau du gouvernement. J'en viens au job deal. C'est mon dernier point, donc le fil, on arrive au dernier point de mon exposé. Alors le job deal c'est quoi? C'est, rappelez-vous les mesures du gouvernement Michel. Il a fait un budget. Au niveau budgétaire, il est pas terrible. Au niveau emploi, c'est pas terrible. Au niveau pouvoir d'achat, c'est dramatique parce que vous perdez du pouvoir d'achat depuis 3 ans. Qu'en est-il au niveau du job deal? Qu'est-ce que le job deal? On va voir que le job deal, c'est une belle fable pour nous faire avaler des couleuvres. Alors, quelle est cette fable et quels sont les faits? Les faits, c'est le gouvernement a demandé au groupe des 10 en juin de se pencher sur des solutions pour améliorer le taux d'emploi en Belgique et diminuer le nombre d'emplois en pénurie. Ok, le groupe de 10 a pris la mission, et donc on a Marie-Hélène Scar, Robert Verteneuil, ils marchent tous, ils vont dans la salle, ils discutent avec les patrons. Le groupe de 10 fait des propositions au gouvernement en juin, tout va bien. Et là on se dit, ok, cool, le gouvernement va sûrement respecter l'accord qui a été conclu, enfin en tout cas les intentions de l'accord qui ont été conclues. Et alors le gouvernement annonce un budget en 2019, et un job deal avec 28 mesures pour l'emploi. Le job deal reprend quelques propositions du groupe de 10. Mais, le gouvernement va beaucoup plus loin. Et il met des éléments beaucoup plus offensifs qui ont été évidemment mis ou soufflés par le côté patronal. Et alors c'est là qu'on se dit, évidemment, ce gouvernement n'est absolument pas capable de respecter aucun accord issu de la concertation sociale. Soit il ne le respecte pas du tout, il déchire tout et il passe à autre chose. Soit il prend l'accord et il se dit, c'est bien, c'est pas mal, c'était très mignon, mais ça manque un petit peu de mesures de droite, de mesures patronales. Bah, voilà quoi. On va en ajouter 2-3. Et quelles sont les 2-3 plus importantes Donc le job deal, c'est 28 mesures. Je vais pas les passer toutes en revue. Surtout que ces mesures, pour le moment, elles sont à l'état de description d'un titre et on n'a pas de texte concret qui explique, en tout cas au moment où je vous parle, on n'a pas encore de texte concret. Il y a quelques éléments. 1, la dégressivité des allocations de chômage et le travail obligatoire pour les chômeurs. 2, la réforme des barèmes à l'expérience. 3, des mesures en plus sur les fins de carrière qui durcissent les fins de carrière. Et quelques joyeusetés pas très précises que je vous dis maintenant et que je vais pas expliquer par la suite. Il est par exemple écrit: nous allons encourager le travailleur, sur les plans fiscal et parafiscal, à investir en cas de licenciement une partie de son indemnité de rupture, donc maximum un tiers, dans la formation. Donc le mec, enfin, je sais pas si vous vous imaginez, enfin si vous vous imaginez sûrement, mais le gars, il se fait licencier, hein, on le vire, imaginons, donc les conditions sont dramatiques, le gars se fait licencier parce que le patron n'a plus de pognon ou l'activité économique va mal. Le gars se fait licencier et ce qu'on lui dit, c'est pas l'État qui va t'aider, c'est pas grâce à des impôts qu'on aurait été chercher, par exemple via les entreprises ou via des cotisations sociales, c'est pas ça qui va aller t'aider à changer de boulot ou à retrouver un nouveau boulot. Non. Tu as reçu une indemnité pour pouvoir faire face au coup dur qu'est un licenciement. Eh bien, on t'incite à investir cette indemnité dans une formation. Donc, maintenant, la formation, les gars, si vous vous faites des licenciés, vous la prenez en charge, c'est plus la Sécu, c'est plus l'État. Non. C'est plus les entreprises qui doivent aider les travailleurs à se former tout au cours de leur vie. Non. C'est si un problème arrive, débrouillez-vous, gérez ça comme vous voulez. C'est intéressant, comme philosophiquement. Enfin, il y a une autre mesure qui est importante, enfin
dont on ne sait pas encore la teneur, mais c'est pour le non marchand. Il est marqué qu'il va y avoir une évaluation de l'affectation concrète des budgets alloués au Maribel social. Elle sera menée d'ici le 1er novembre et voilà. Donc apparemment le gouvernement a l'air de suggérer, a l'air de dire que le Maribel social, donc le Maribel social, rappelez-vous, c'est des cotisations sociales qui sont mutualisées, donc des cotisations sociales patronales qui sont mutualisées, qui sont mises en impôt commun pour créer de l'emploi. Donc c'est pas, on fait pas des réductions de cotisations et puis après on se repose et on attend de voir. Non, non, non. C'est des cotisations sociales qui sont pour créer de l'emploi. Alors, apparemment une évaluation va être menée et donc du coup je suppose que on va diminuer l'enveloppe du Maribel social pour l'affecter à autre chose. Et la grande inconnue, c'est à quoi. Et donc j'ai un peu peur que ça se traduise par une réduction soit des effectifs actuels dans le Maribel social, soit des effectifs prévus dans le Maribel social. Alors, prenons les différents éléments du job, les trois principaux éléments du job deal que je vous ai expliqué. Mais avant ça, on va un petit peu détruire le mythe fondateur. Le mythe fondateur du job deal, c'est quoi? C'est moi gouvernement, moi gouvernement, je crée tellement d'emplois, je suis tellement balèze qu'il y a des emplois en pénurie maintenant en Belgique. Il y a plein d'emplois en pénurie. C'est comme si, je veux dire, vous êtes chômeur, les gars. Vous envoyez un CV avec 2 lignes dedans. Et vous avez un emploi. C'est parce que vous ne faites pas assez d'efforts. Il y a plein d'emplois qui existent à l'appel. Il suffit de sortir de chez soi le matin et bam, au feu rouge, vous croisez un emploi. Alors, c'est ça le gouvernement, hein, le discours du gouvernement. Il dit en gros que au premier trimestre, donc il répète ce chiffre-là, il dit au premier trimestre 2018, il y a 140 000 emplois vacants en Belgique. Et dont 29 500 en Wallonie. Et le gouvernement, il répète ce chiffre, hein. 140 000 emplois vacants, 140 000 emplois vacants, 140 000 emplois vacants. Et qu'est-ce que tout le monde comprend en entendant ce chiffre? Tout le monde comprend qu'il y a 140 000 chômeurs dans ce pays, qui n'en foutent pas une, qui sont pas capables de sortir de chez eux, aller vers le feu rouge là où il y a l'emploi qui passe, et dire bonjour à l'emploi et y aller. Mais le problème de base, c'est que cette statistique, elle est utilisée à très mauvais escient. Cette statistique, elle vient des enquêtes qui sont faites qui sont faites par Eurostat, par les offices statistiques, par les offices statistiques. Et quelle est la définition d'emploi vacant dans cette statistique? C'est un emploi qui est rémunéré, un emploi rémunéré, nouvellement créé, qui n'est donc du coup pas pourvu, ou qui deviendra vacant sous peu. Donc le travailleur va partir à la pension dans 2 semaines et donc l'emploi va devenir vacant. Et pour le pourvoi duquel l'employeur compte rechercher quelqu'un, mais en dehors de l'entreprise. Donc voilà. C'est ça un emploi vacant. Un emploi vacant, c'est un poste ouvert à bientôt, donc un poste ouvert de l'entreprise qui se libère bientôt pour l'extérieur, ou un poste nouvellement créé là maintenant à l'instant, qui est vacant. Alors, cette définition, elle dit pas il est vacant depuis 2 jours, 6 mois ou 50 ans, hein. Elle dit juste il est vacant. Et donc c'est ça. Le gouvernement, sur ce chiffre-là, il joue dans toute l'ambiguïté entre vacant ou vacant depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc quand on prend un petit peu le chiffre des emplois vacants, et donc là j'ai pris une série un peu longue depuis entre 2001 et 2018, pas sur la Belgique mais sur les Pays-Bas, parce que la Belgique on n'a pas des chiffres sur une aussi longue période, et qu'on met dans un graphique l'évolution en pourcentage des emplois vacants et l'évolution en pourcentage de l'emploi réel, donc des postes qui ont été occupés par des vrais travailleurs, donc pas des emplois vacants. Eh bien ici en rouge on a la courbe des emplois vacants. Donc, quand elle est en dessous de 0% ici, ça veut dire que on a moins d'emplois vacants, donc on a une diminution de l'emploi vacant. Quand on va de plus en plus dans le positif, ça veut dire qu'on a une augmentation des emplois vacants. Quand on fait le même raisonnement avec la courbe verte, c'est les vrais emplois. Donc, même chose, si on est au-dessus de la ligne, ça veut dire qu'il y a une évolution positive de l'emploi réel. Quand on est en dessous de la ligne, comme ici, autour de 2008-2009, ça signifie qu'on a une disparition des emplois réels. Et quand on compare ces deux courbes, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une sorte de décalage dans le temps. Quand on ouvre, donc ici par exemple, les emplois vacants montent, et puis atteignent un plafond. Qu'est-ce que fait l'emploi juste après temporellement? Donc on a une petite translation là. Eh bien, l'emploi en vert, réel, monte un peu plus lentement, mais il monte aussi, il monte, et puis il atteint un plafond. Et puis après, il diminue. Parce que, juste avant, le nombre d'emplois vacants avait diminué. Donc la statistique de l'emploi vacant, ce n'est pas des emplois qui sont libres depuis une éternité. La statistique de l'emploi vacant, c'est un indicateur un petit peu avant, qui donne un indice
de ce que va la courbe, la tendance que va suivre l'emploi réel, à la hausse ou à la baisse. C'est uniquement ça que veut dire l'emploi vacant. Si le gouvernement voulait être un petit peu honnête intellectuellement, il suivrait les statistiques des offices régionaux de l'emploi, qui eux font des études sur quels sont les emplois réellement en pénurie. Quels sont, et donc il y a des définitions un peu plus compliquées qu'on n'a pas le temps de voir ici, c'est quels sont les emplois en pénurie. Et donc le Forum, par exemple en 2016, sur 50 603 postes liés à des fonctions critiques ou en pénurie, seuls 5 100 postes n'ont pas trouvé preneur sur l'année. Donc 5 100 postes sur 50 600 postes qui sont réputés être critiques ou en pénurie. Donc 5 100 emplois qui n'ont pas trouvé preneur sur 250 000 chômeurs en Wallonie ou demandeurs d'emploi ou exclus du chômage. 5 000 sur 250 000. Tout de suite, c'est un petit peu moins impressionnant que les 140 000 que le gouvernement répète à longueur de journée. Le problème, ce n'est pas la pénurie de travailleurs compétents, c'est le manque de postes disponibles. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, sur base de ce mythe des emplois en pénurie, des emplois vacants, le gouvernement a décidé de faire la dégressivité des allocations de chômage. Alors la dégressivité des allocations de chômage, c'est quoi? C'est donc le gouvernement dit qu'il veut travailler à enveloppe constante et donc augmenter le chômage en première période pour inciter les travailleurs à pas trop culpabiliser, à se former et puis à retrouver un emploi. Et puis après, diminuer le chômage par rapport à ce qu'il est maintenant et donc augmenter la dégressivité des allocations. Donc faire des allocations plus basses en deuxième période et puis garder le même niveau plancher en troisième période. Alors, l'idée générale, c'est quoi? C'est, si vous perdez un revenu, plus vous perdez un revenu, plus vous avez financièrement intérêt à accepter n'importe quel job. C'est ça l'idée. Je vous paye, avant vous gagnez 1000 euros dans le chômage, si je vous paye 700 euros, vous êtes pris à la gorge au niveau de l'argent, et donc vous allez accepter n'importe quel job beaucoup plus facilement. C'est ça l'optique du gouvernement. C'est inciter à bosser. Pas en prenant les gens à la gorge, c'est ça l'idée. Alors, revaloriser la première période, c'est une bonne idée. On décomplexe les gens dans les changements de carrière. Perdre son emploi n'est plus vécu de manière aussi traumatisante pour la première année. Ça, c'est une bonne idée. La mauvaise idée, c'est pour la dégressivité après dans la deuxième période, évidemment. Vu le nombre de paliers qu'on a en Belgique et les diminutions, c'est pas du tout clair. Quand on est chômeur, on ne sait pas ce qui nous attend un peu avec toutes ces périodes, avec ces mois qu'il y a. On a une espèce de non-clarté absolue sur comment mon salaire va diminuer et de combien il va diminuer. Surtout qu'il y a des sanctions avec le NEM, parfois c'est contradictoire, parfois c'est avant, après la palier. Donc on comprend pas très bien la logique de tout ce système de chômage. 2, l'efficacité du système de dégressivité n'a pas vraiment été démontrée. L'ONEM affirme qu'en 2017, 21,8% de ceux qui avaient moins d'un an de chômage avaient retrouvé du travail. Donc 21,8% de ceux qui avaient moins d'un an de chômage en 2017. Contre 4,9% de ceux qui avaient plus que 2 ans de chômage dans la même année. Et on retrouvait un emploi. Et quand on compare ces chiffres à donc ce sont des chiffres qui ont eu lieu après la première réforme de dégressivité en 2012, eh bien ces chiffres-là ne varient pas énormément. Et donc la dégressivité n'a pas l'air d'avoir changé le comportement des chômeurs comme le gouvernement le souhaite. Et donc on rentre juste dans une logique de culpabilité, de culpabilisation. En plus, on a un risque de polarisation important dans le public des chômeurs entre ceux qui vont, entre guillemets, vivre bien le fait leur première période de chômage et donc du coup avec des allocations plus confortables vont prendre le temps de se former. Donc ça risque d'être les chômeurs qui ont un capital culturel élevé ou ceux qui ont les bons réseaux ou ceux qui viennent des secteurs où il y a des promesses d'emploi importantes contre les autres qui ont eux pas de chance, qui sont des chômeurs âgés ou qui sont victimes de discrimination, qui sont pas issus des bons secteurs et qui donc eux vont s'enfermer dans la dégressivité et qui donc vont vivre une précarité plus importante. Il faut pas oublier une chose, c'est que le taux d'emploi en Belgique s'améliore un tout petit peu, mais s'améliore encore trop peu. Mais le problème de base, c'est qu'il y a toujours il y a toujours des chômeurs, il y a toujours le nombre de chômeurs est toujours beaucoup plus important que le nombre de jobs disponibles. Donc vous pourriez enlever les allocations de chômage et tout mettre à 0 €. C'est pas pour ça que les gens vont trouver un emploi le lendemain matin. Donc il y a toujours un problème de création d'emplois. Et donc voilà, c'est un problème d'activité économique comme on le disait en début d'exposé. Enfin, il y a aussi le travail obligatoire. Le gouvernement va préparer la loi qui rend la mobilisation des chômeurs de longue durée dans des tâches de volontariat obligatoire. Donc je prends le chômeur et je l'oblige à faire un truc dans sa vie. Alors voilà, ça témoigne vraiment
la vision du monde du travail et la vision de la culpabilité qu'on veut mettre en place. Si les gens sont au chômage, c'est forcément parce qu'ils ne foutent rien, forcément parce que ils sont pas adaptés, donc du coup il faut les obliger à faire quelque chose, et en les obligeant à faire quelque chose, forcément ça ira mieux. Donc c'est comme vous le sentez bien, hein, vous sentez bien le libéralisme qu'il y a dans cette proposition, vous sentez bien le fait que c'est vachement progressiste. Enfin voilà, c'est ridicule comme mesure. Et pour le moment, les régions ne sont pas intéressées. Toutes les régions ne sont pas. Il n'y a aucune région en Belgique qui se montre intéressée par l'application de cette mesure. Et donc, il faut espérer que ça dure comme ça. Deuxième point, c'est la fin des barèmes à l'expérience. Et ça concerne particulièrement évidemment le public d'employés et donc de la CNE. Alors, le gouvernement veut promouvoir un système de barème sur donc les compétences qui n'est pas basé sur l'expérience, mais sur les compétences et les performances. Alors pourquoi? Officiellement parce que le taux d'emploi des plus âgés, donc des 55-64 ans, est trop faible. Et que selon le gouvernement, ce sont les barèmes qui sont responsables de ce taux d'emploi faible. Alors, ça c'est le discours officiel, mais objectivement, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi? Parce que les barèmes sont déjà basés sur les compétences. Enfin, comme si on faisait des barèmes, comme si les employeurs acceptaient de faire des barèmes basés sur la beauté des hirondelles et du printemps. Non, les barèmes sont basés sur des compétences via les classifications de fonctions. Et ce système, il est transparent parce qu'il est communiqué de la même manière à tous les employés, et il est connu et par l'employeur et par les employés. Il est juste et équitable parce que tout le monde connaît les fonctions et l'échelle de rémunération qui est liée, et il est non discriminatoire parce que je ne peux pas payer un tel ou un tel selon sa tête, son sexe, son genre, sa couleur de peau, ou parce que je ne l'aime pas. Voilà. Et donc c'est non discriminatoire. Deuxième point, le taux d'emploi lié au barème, c'est un peu absurde, hein. La preuve, le taux d'emploi de ceux qui ont un faible niveau d'inscription en Belgique, il est très faible pour le moment. Et les taux d'emploi ce taux d'emploi-là, donc il est déjà très faible, pas au même niveau que le travailleur âgé, mais il est très faible. Et ces postes des gens qui ont un faible niveau d'instruction sont souvent soit occupés par des ouvriers, soit par des employés inférieurs. Et soit les ouvriers n'ont pas de barème, et les employés inférieurs ont un taux de progression dans l'échelle barémique qui est très faible, qui est une faible progression barémique. Et donc du coup, on a un endroit où on a un taux d'emploi qui est extrêmement faible et où on n'a quasi pas de barème, où on a des barèmes anecdotiques. Donc on va falloir m'expliquer en quoi les barèmes sont liés au taux d'emploi. Troisième point, les barèmes n'ont pas de progression infinie. Hein. On a l'impression que quand le gouvernement s'exprime sur les barèmes, on a l'impression que les barèmes, c'est une espèce de progression exponentielle et dans les 10 dernières années de sa carrière, on fait x2 à chaque année, quoi. Alors que les grilles barémiques, elles sont en général de l'ordre de 20 ou de 25 ans de progression barémique. Et donc du coup, le plafond d'expérience, lorsqu'on commence à 25 ans ou à 20 ans, enfin on atteint en gros le plafond d'expérience à 45-50 ans. Quel est le lien entre un plafond atteint à 45 et 50 ans et l'impact sur les gens qui ont entre 55 et 64 ans? Quel est l'impact? A priori, aucun. Donc voilà, c'est une nouvelle preuve que les barèmes ne sont pas liés au taux d'emploi en fin de carrière. Pourquoi c'est n'importe quoi encore rapidement? Parce que rémunérer les performances, on peut le faire déjà, et on n'est pas obligé de détruire les barèmes à l'expérience pour ça, hein. Il y a déjà les salaires variables, il y a déjà les bonus individuels, il y a déjà les bonus collectifs aussi. Donc il y a déjà une palette d'outils qui fonctionnent très bien, puisqu'en plus les cotisations sociales sont moins grandes les cotisations ou impôts sont moins grandes sur ces formes de salaire. Et donc c'est déjà possible de rémunérer selon les performances. Et donc dernier argument, les barèmes protègent surtout les petites entreprises et les petits secteurs, puisque dans les grandes entreprises, on va en général bien au-delà des barèmes, et donc détruire les barèmes, ça serait détruire l'équité et le progrès social dans des petites et moyennes entreprises. Alors, tout ça, quand on met tout ça ensemble, ça ressemble fort à un prétexte de la part du gouvernement pour éliminer un facteur d'égalité salariale, ou en tout cas un facteur qui freine la progression des inégalités de salaire en Belgique. Alors, c'est assez étrange parce que à l'heure où toutes les organisations internationales, les économistes soulignent que les inégalités explosent dans nos pays occidentaux et que c'est un des facteurs les plus importants de l'émergence du populisme et des populismes de droite et d'extrême droite notamment, eh bien, à l'heure de ce débat-là,
on a un gouvernement qui voudrait enlever les barèmes à l'expérience. Eh ben, ça serait dramatique et socialement aujourd'hui et pour l'avenir. Dernier point, c'est un point plus technique entre guillemets, mais je vais vous donner les modifications pour les fins de carrière. Et là, c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les RCC pour les entreprises en restructuration, mais ça je vous l'ai expliqué déjà en début d'exposé, mais pour les entreprises en restructuration ou en difficulté, ne seront plus accessibles qu'à partir d'un critère d'âge de 59 ans l'année prochaine, en 2019, et de 60 ans à partir du 1er janvier 2020. Ça c'est pour les RCC pour les entreprises en difficulté ou en restructuration. Pour les RCC individuels de la CCT 17, donc on a une condition de carrière qui est portée à 41 ans dès le 1er janvier 2019. Donc 40, ça passe de 40 à 41 ans, c'est pour les hommes il me semble. Et les créditants fin de carrière ne seront plus accessibles qu'à partir de 60 ans. Alors ça c'est super important parce que c'est un saut conséquent en termes de régression. Les créditants en fin de carrière ne sont plus accessibles qu'à partir de 60 ans contre 55 ans actuellement, donc dès le 1er janvier 2019. Et donc il y a plein de conditions dérogatoires pour les créditants en fin de carrière, pour restructuration, métiers lourds et pénurie, et toutes ces conditions dérogatoires, on ne sait pas très bien ce qu'elles vont devenir, si elles vont subir des paliers intermédiaires, est-ce qu'on va obtenir des réparations, sur ces conditions. Voilà, on n'en sait encore rien puisque les textes ne sont pas prêts. Donc en conclusion, vous aurez compris que le gouvernement est loin d'être un modèle de vertu budgétaire comme il le prétend. Il y a des performances au niveau des performances en termes d'emploi, elles sont très discutables dans leur caractère exceptionnel. Par exemple, quand on voit au niveau européen ce que les autres pays font, la Belgique, les progrès sont très gentils au vu du contexte économique. Troisième point, et c'est un point très important, ce gouvernement est le gouvernement qui a attaqué le plus le pouvoir d'achat depuis 1996, et donc les créations d'emplois, ce n'est pas tellement les patrons qui les payent, mais vous, via votre salaire, via vos services publics et la sécurité sociale. Et c'est un point extrêmement important. Dernier point, le job deal actuel qui a pour but de mettre je ne sais pas combien de milliers de chômeurs à l'emploi, eh bien, il est basé sur un mythe, qui est le mythe des emplois en pénurie. Il y a des emplois en pénurie, mais c'est de manière extrêmement modeste et marginale par rapport au nombre de chômeurs qu'il y a dans ce pays. Et donc, le job deal, en fait, utilise ce mythe pour s'attaquer à des choses beaucoup plus importantes. C'est pour, s'attaquer aux chômeurs eux-mêmes. Donc, l'ennemi de Charles Michel, ce n'est pas le chômage, ce sont les chômeurs. 2, pour s'attaquer au barème à l'expérience et à un facteur d'égalité au sein des travailleurs, qui sont les barèmes. Et 3, il s'attaque également à la manière dont les fins de carrière sont envisagées en Belgique. Le problème des fins de carrière dans ce pays, c'est qu'on ne rend pas le travail des gens en fin de carrière soutenable. Ce gouvernement-ci a fait 2 choses. Il a prolongé l'âge de départ à la pension à 67 ans. Les gens travaillent plus longtemps au travail, il y a plus donc de travail plus longtemps au travail, vont devoir le faire de plus en plus, sans aucun aménagement de fin de carrière et sans aucune possibilité de sortie, et ça va se ressentir très clairement dans les maladies en fin de carrière. Et donc le travail va être de plus en plus insoutenable si on continue dans ce rythme-là. Voilà, et donc le bilan du gouvernement, donc cet exposé était à la fois une analyse du budget du job deal, mais également en creux une analyse de ce que le gouvernement a fait sur les 4 dernières années. Et je suppose qu'on en reparlera dans les mois à venir lors des campagnes électorales. Voilà, bonne discussion et bon débat à tous. Au revoir.